Bonjour à tous, je vais vous présenter un prototype de jeu qui s'appelle Eldorand Colony, qui est un jeu de stratégie développement pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'en moyenne 90 minutes. Nous sommes en 2150 et la Terre est un monde surpeuplé, aux ressources quasiment épuisées. Vous faites partie d'une équipe de colonisateurs qui est arrivée sur Eldoran. Eldoran est une lointaine planète, mais riche en gisements de thorium. Vous allez devoir y développer une base commune, bien que le but sera pour chacun de marquer le plus de points de victoire à la fin de la partie. La partie va se dérouler en 10 tours de jeu découpés en 3 phases. Durant ces tours, les joueurs pourront construire des bâtiments qui apparaîtront dans un ordre aléatoire. Les bâtiments dépendront de la phase dans laquelle nous serons. Ensuite, les joueurs auront également à développer les défenses de la base, qui sont situées tout autour, ainsi que leur arbre de compétences. Les arbres de compétences sont matérialisés sur un plateau dont chacun disposera. Le matériel pour chaque joueur est composé de pions colonisateurs. Nous avons un colonisateur qui est plus gros que les autres, qui s'appelle le leader, et qui comptera double au moment du placement. Nous avons également les cubes de couleurs, qui serviront à marquer le développement des compétences, des bâtiments, ainsi que les défenses de la base qui seront construits. Au niveau des ressources, nous avons du thorium, matérialisé par ces cubes noirs, les ressources de nourriture, qui serviront à nourrir les colonisateurs à la fin de chaque tour. Ici les pions d'influence, qui est la seule ressource qui sera cachée derrière les paravents. Les autres ressources seront dévoilées à tous les joueurs. Nous avons les cartes d'action, situées ici, qui permettront à la fois de jouer l'action qui est décrite sur la carte, ou alors, comme on le voit sur le plateau des compétences, de développer une compétence en payant son coût en carte. Chaque joueur a au départ un niveau technologique de 0. Ce niveau technologique pourra être augmenté à la fois à travers des bâtiments que l'on pourra construire, à travers cette compétence qui donne un niveau technologique de +1, et également des niveaux technologiques temporaires, c'est-à-dire qui seront valides jusqu'à la fin du tour, en utilisant des cartes d'action ou en se plaçant sur le bâtiment correspondant qui sera construit à la phase 1 ou à la phase 2. Ces niveaux technologiques sont importants car ils sont nécessaires pour construire certains bâtiments, surtout à partir de la phase 2, qui nécessitent un niveau technologique de 1 ou de 2 pour être construit. Nous avons également les défenses de la base. Les éléments de défense les plus puissants nécessitent un niveau technologique de 1 ou de 2. Voici une tuile bâtiment qui pourrait être construite au cours du jeu. Celle-ci a un coût à payer essentiellement en thorium. À son propriétaire, elle va donner des points de victoire. Et à la fin de chaque tour de jeu, il y a un gain de production, qui peut être de la nourriture, du thorium ou autre. Et enfin, quand quelqu'un se place sur l'un des emplacements disponibles, eh bien, il aura le gain de placement indiqué en haut de la carte. Pendant un tour de jeu, on place un de ces colonisateurs sur n'importe lequel emplacement libre d'un bâtiment. On voit qu'à 3 joueurs ou à 4 joueurs, il y a plus d'emplacements libres qu'à 2 joueurs. Donc on se place sur un emplacement et on effectue l'action correspondante que j'expliquerai ensuite, ou en prenant les ressources correspondantes qui sont indiquées. Ici je prends deux pions de nourriture. Chaque joueur a donc le choix à son tour de jeu de placer un colonisateur, ou alors il aura des cartes d'action dans sa main, et il pourra donc jouer une carte d'action de sa main. Ici la carte d'action consiste à donner un thorium et à prendre 4 pions d'influence de la réserve. Ce sont les deux seules actions qu'un joueur peut faire, placer un colonisateur ou jouer une carte d'action, la dernière étant de mettre fin à son tour. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a joué tous ses colonisateurs, eh bien il mettra forcément fin à son tour, mais les autres joueurs pourront continuer à jouer s'il leur reste des colonisateurs. Un autre détail, pour pouvoir jouer une carte d'action, il faut nécessairement qu'il reste un colonisateur non joué pour pouvoir la placer. Le tour en cours prendra fin lorsque tous les joueurs
auront mis fin à leur tour. Nous procéderons ensuite aux étapes suivantes que je vais détailler par la suite. Je vais donner quelques détails sur le pion leader. C'est un pion qui compte double, c'est-à-dire que lorsque je le place sur un bâtiment, il compte comme si j'avais placé 2 fois de suite un colonisateur simple sur ce bâtiment. Ici, je vais prendre 2 thorium au lieu d'1. Ici, c'est le bâtiment qui permet de construire les autres bâtiments. Lorsque je place le leader dessus, je peux construire 2 bâtiments au lieu d'1. Je vais maintenant donner quelques détails sur les cartes d'action. Lorsque je joue une carte d'action de ma main, j'effectue l'action qui est décrite sur cette carte, et ensuite je la place devant moi pour signaler à tout le monde qu'elle a été jouée. À la fin du tour, toutes les cartes d'action qui auront été jouées seront défaussées et formeront une nouvelle pioche. Il y a une limite de 6 cartes en main qu'un joueur peut avoir. Si un joueur, en piochant des cartes, dépasse cette limite de 6 cartes, le surplus devra immédiatement être défaussé. Il y a une carte d'action particulière qui s'appelle la carte élite, qui pourra être obtenue par chaque joueur en un seul exemplaire. Cette carte permet comme action de marquer 2 points de victoire, ou encore de défausser une carte d'action pour en prendre 2 nouvelles parmi 3, ou encore de prendre 3 pions d'influence de la réserve. Cette carte d'action a la particularité de ne pas être défaussée à la fin du tour, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, elle revient dans la main du joueur. Elle peut donc être jouée à chaque tour. Mais elle participe à la limite de 6 cartes en main qu'un joueur peut avoir. À la fin d'un tour de jeu, les joueurs auront construit des bâtiments. Par exemple, ces 2 bâtiments construits par le joueur bleu. Ici, nous avons la phase, la partie production du bâtiment, indiquée sous le cube. Donc, le joueur qui est propriétaire de ce bâtiment aura automatiquement un gain de 2 nourriture lors de la phase de production des bâtiments. Sur ce bâtiment, c'est un point de victoire qui sera marqué. Une fois que l'on a donné toutes les ressources aux joueurs qui possèdent des bâtiments, nous allons faire la phase d'approvisionnement des colonisateurs. Pour chaque colonisateur qui aura été joué sur le plateau, je vais devoir donner pour ces colonisateurs un point de nourriture. Un point de nourriture pour un colonisateur simple, et pour le leader, c'est 2 points de nourriture. Sachant qu'au départ, j'ai 3 pions colonisateurs, et qu'a priori je vais tous les jouer, eh bien je devrais donner 4 points de nourriture à la fin du tour. S'il y en a un que j'ai décidé de ne pas jouer, eh bien je n'aurai pas à le nourrir. Si par contre il manque de la nourriture pour cette phase d'approvisionnement, le joueur qui est en défaut va perdre 2 points de victoire pour chaque point de nourriture manquante. Une fois que nous avons effectué cette phase d'approvisionnement, le marqueur de temps avance d'une case et nous démarrons un nouveau tour de jeu. Alors, un tour de jeu consiste tout d'abord à dévoiler de nouveaux bâtiments. Ici, au départ, nous aurons des bâtiments qui seront placés dans cette banque de bâtiments en fonction du nombre de joueurs. À 3 joueurs, il y aura 3 bâtiments par ligne, à 4 joueurs, 4 bâtiments, et enfin 2 bâtiments à 2 joueurs. Les bâtiments qu'on dévoile vont prendre la place des autres. Si j'en dévoile 3 nouveaux, ceux de la ligne du bas disparaissent, ils sont défaussés, les autres descendent, et je mets 3 nouveaux bâtiments dans un ordre aléatoire. Donc, ces bâtiments deviennent disponibles pour la construction lorsque je me mettrai ici. Les bâtiments qu'on dévoile dépendent de la phase de jeu. Il y en a plus puissants en phase 2 et d'autres en phase 3. Donc, à partir du 4e tour ou du 7e tour. Nous allons maintenant, une fois que nous avons mis en place les bâtiments, faire un conseil du Sénat pour déterminer le premier joueur du tour suivant. Donc ça peut être très intéressant d'être premier joueur, parce que pour certains bâtiments, comme celui-ci, qui donne 3 nourritures au lieu de 2, si je suis le premier à jouer, je vais en général m'empresser d'aller dessus en mettant, tant qu'à faire, mon leader. Donc pour déterminer le premier joueur, on va faire une enchère cachée de points d'influence. Donc chaque joueur va mettre dans sa main la mise de points d'influence qu'il souhaite. Ensuite, tous les joueurs vont mettre au milieu son point fermé,
Et ensuite, on dévoile en même temps les enchères. Celui qui a mis le plus de points d'influence devient le premier joueur. Celui qui gagne l'enchère défausse les points d'influence qu'il a misés. Les autres conservent leurs points d'influence. Alors, pour matérialiser l'ordre du tour des joueurs, nous allons mettre sur cette partie du plateau un cube de couleur pour chaque joueur. Celui qui gagne l'enchère passe devant le jaune et le bleu devient premier joueur. Si il y a égalité au niveau de la mise, dans ce cas, celui qui gagne l'enchère, c'est celui qui est le plus loin dans l'ordre du tour. Dans ce cas-là, s'il y a égalité entre le bleu et le jaune, c'est le jaune qui va passer devant le bleu. Voilà pour le déroulement d'un tour de jeu. Donc les tours vont s'enchaîner les uns après les autres. Et il me reste à présent à expliquer les bâtiments qui sont au centre du plateau, qui sont les bâtiments neutres. Alors, sur le bâtiment, ici c'est assez simple, celui qui s'y place va prendre 2 points de nourriture à la réserve. Ici, on prend un thorium. Ici, je prends 2 points d'influence, et je peux donner une nourriture pour prendre un point d'influence de plus. Il y a un emplacement spécial sur ce bâtiment, de forme carrée. Donc au lieu de mettre un colonisateur, je peux décider de mettre un cube de ma couleur, en payant une influence. Et si je fais ça, eh bien, je temporise mon tour de jeu, c'est-à-dire que les autres joueurs qui joueront après moi joueront comme si j'avais passé mon tour. Ce qui peut être intéressant dans certains cas. Le cube ne compte pas comme un colonisateur, donc je n'aurai pas à le nourrir à la fin du tour. Ensuite, nous avons cette case qui permet de prendre une carte d'action parmi deux. Donc j'en prends deux et j'en défausse une. Ici, ce bâtiment permet de développer une compétence. Donc lorsque je me mets dessus, je développe une compétence de mon choix. Au départ, c'est les 5 qui sont dans la ligne supérieure, disponibles. Et ensuite, je pourrais développer des compétences qui sont en dessous. Les compétences ont un coût qui est indiqué à côté de la case. Ici, typiquement, 2 cartes d'action que je dois défausser pour payer le coût du développement de la compétence. Alors, nous avons aussi des compétences gratuites qui sont symbolisées par le symbole qu'on voit ici et qui permettront cette fois-ci de développer des compétences sans avoir à donner les cartes nécessaires pour le développement. Le chantier de construction, c'est celui-ci, qui permet de construire des bâtiments. Alors, pour construire des bâtiments, il faut d'abord avoir des fondations. C'est ce bâtiment-là, la cimenterie. Lorsque je m'y place, je peux construire une ou deux fondations en payant 1 ou 2 thorium. Une fois que j'ai des fondations, je peux me mettre sur ce bâtiment. Alors, une fois que je me mets là, je choisis un des bâtiments qui est dans la banque des bâtiments. Ceux qui sont construits ici coûteront 1 thorium de moins, également ici, et ceux-ci me rapporteront 2 points de victoire supplémentaires. Donc, en général, en début de partie, on préfère payer moins ces bâtiments, et en fin de partie avoir plus de points de victoire. Donc, chaque fois que je me mets sur ce bâtiment, si je décide d'utiliser une de mes fondations, eh bien, je fais simplement remplacer la fondation par le bâtiment, mais je peux également utiliser une fondation adverse. À ce moment-là, si j'utilise la fondation d'un autre, j'ai le droit, je mets mon cube de ma couleur dessus, je lui rends son cube, mais je dois lui donner 2 thorium en compensation. Je peux également dire simplement, je construis un bâtiment qui remplace un des bâtiments existants. Et à ce moment-là, je ne bénéficie plus du gain de production du bâtiment. Alors, ensuite, lorsque j'ai construit un bâtiment, eh bien, le joueur qui joue après moi peut immédiatement se placer dessus. Donc il faut faire attention, lorsque l'on met des bâtiments qui sont assez puissants, de savoir que derrière, un autre joueur pourra s'y mettre. Il y a le dernier bâtiment que je n'ai pas encore expliqué, l'atelier de défense, qui permet de construire les défenses. Alors, la première défense, je vais en construire une au choix, par exemple un mur de défense, une tourelle canon ou une tourelle laser. Sachant que chacun de ces éléments a un coût différent. Le moins cher c'est le mur de défense,
coûte 2 thorium. La tourelle canon, elle, me coûte 4 thorium, et je dois avoir un niveau technologique de 1 pour pouvoir la construire. La tourelle laser, elle, coûte 6 thorium, et je dois aussi avoir un niveau technologique de 2 pour pouvoir la construire. Lorsque je construis un élément de défense, eh bien j'ai le choix entre prendre comme bonus des bonus de cartes ou des bonus de points. Donc, une fois que j'ai construit un élément de défense, je prends le bonus correspondant, et ensuite cet élément de défense est à moi. J'ai le choix au départ de prendre n'importe quel élément de défense, mais les joueurs suivants qui viendront construire des éléments de défense devront automatiquement en construire qui soient contigus à celui-ci. Donc le jaune aura le choix entre la tourelle laser ou continuer dans ce sens un mur de défense. Il y a un autre type de bonus qui peut être obtenu lors de la construction des défenses de la base. Alors pour cela, on a besoin de déterminer la capacité défensive d'un joueur, qui s'obtient en faisant la somme des valeurs défensives de chaque élément que l'on possède. Si le bleu possède une tourelle laser et un mur de défense, il a une capacité défensive de 4, puisqu'en fait les murs comptent pour 1, la tourelle canon compte pour 2, et la tourelle laser compte pour 3. Une fois que j'atteins certains paliers, modélisés ici, eh bien je vais avoir des bonus. Lorsque j'atteins une capacité défensive de 2, c'est-à-dire une tourelle canon ou 2 murs de défense, eh bien j'aurai un colonisateur supplémentaire que je pourrai jouer à partir du tour suivant. Une fois que j'ai 4, j'ai une fondation gratuite ou 4 nourritures. Capacité défensive de 6, un deuxième colonisateur disponible, qui est le maximum qu'on peut avoir. À partir de 8, c'est une compétence gratuite, ou la carte élite que j'ai mentionné tout à l'heure. À partir de 11, des points de victoire, etc. Il me reste à expliquer les autres points forts de l'influence, à part déterminer le premier joueur. Elle permet de faciliter typiquement la construction des tourelles canon. Ici dans n'importe quelle phase, je peux donner 3 points d'influence, et je peux construire une tourelle canon, même si je n'ai pas le niveau technologique de 1. À partir de la phase 2, je peux remplacer un thorium nécessaire pour la construction d'un mur par 2 points d'influence. Et enfin, dans la dernière phase, s'il me manque un niveau technologique, que ce soit pour construire un élément de défense ou un bâtiment, je peux remplacer ce niveau technologique manquant par 4 points d'influence. Voilà, il me reste à expliquer la fin du jeu. Donc à la fin du 10e tour de jeu, une fois qu'on aura construit beaucoup de bâtiments, et on voit qu'en phase 3, il y a des bâtiments qui sont assez puissants, et qui vont surtout rapporter beaucoup de points de victoire, et également ils ont des bonus intéressants, et bien à la fin, on effectue une dernière étape de production des bâtiments et d'approvisionnement des colonisateurs. On va faire les points de plus grande capacité défensive. Celui qui aura la plus grande capacité défensive aura un bonus de 10 points de victoire, le deuxième 6 points de victoire et le troisième 3 points. Ensuite, on convertit le thorium qui reste en réserve de thorium pour 1 point de victoire, et on aura le vainqueur du jeu, c'est celui qui sera le plus avancé sur la piste de score. Donc il faut bien noter que les bâtiments, quand on les construit, rapportent des points de victoire, qui peuvent être complétés par les 2 points ici. Les éléments de défense permettent d'obtenir également des points de victoire lorsqu'ils sont construits. Également, il y a des compétences, la dernière colonne typiquement, qui permet de marquer des points de victoire. Et je crois que j'ai tout dit pour l'explication d'Eldoran Colony. Merci, au revoir.